Bonjour à toutes et à tous. L'inclusion et la diversité sont des valeurs fondamentales de notre cabinet. Afin de promouvoir une véritable culture de respect, d'inclusion et d'intégrité, grâce à laquelle chacun est libre d'être lui-même, aussi bien en interne qu'à l'égard de ses clients, nous avons mis en place plusieurs outils. Tout d'abord, en interne, nous avons fixé des objectifs précis au niveau local, régional et global. En ce qui concerne l'égalité homme-femme, par exemple, nous avons prévu d'augmenter le nombre d'associées femmes dans toute l'Europe continentale et la France de 35% d'ici 2025 et de 100% d'ici 2030. En ce qui concerne la communauté LGBT, nous avons également fixé un objectif mondial de 3% d'associés de la communauté LGBT d'ici 2025. Enfin, en ce qui concerne les minorités ethniques, nous avons à ce stade des objectifs aux États-Unis et au Royaume-Uni et nous espérons une adaptation de la réglementation en France et dans l'Union européenne afin de pouvoir fixer également des objectifs concrets à ce niveau-là dans toute l'Europe continentale et en France bien évidemment. Deuxièmement, en interne, nous avons adopté un code de conduite qui s'étend également à nos relations avec nos clients et qui repose sur 5 grands principes, dont l'un est de promouvoir l'inclusion. En externe, en plus du code de conduite dont je viens de parler, nous avons mis en place un ESG Board qui traite des sujets de gouvernance et des sujets environnementaux et sociaux et qui, par exemple, se prononce sur le type de dossier également sur lesquels nous pouvons intervenir au regard de l'éthique qui nous est demandée de nos clients et en interne. Nous avons également adopté nos pratiques afin d'apporter à nos clients des outils et des moyens de promouvoir le travail inclusif et l'éthique dans le monde des affaires. Je vais donc passer à présent la parole à Charles-Henri Boringer qui pourra vous parler rapidement du développement de l'éthique au sein des institutions que nous accompagnons. Bonjour, je m'appelle Charles-Henri Boringer, je suis associé du cabinet Clifford Chance et spécialiste des questions de droit pénal des affaires, de l'éthique des affaires et de la compliance. Je conseille de nombreux groupes, non seulement dans la gestion de leurs risques pénaux, mais surtout dans leur transformation vers le déploiement d'une gouvernance et d'une culture éthique au sein de leur organisation. Depuis 15 ans que je pratique ce métier, j'ai pu observer un cheminement parti d'une compliance peu enthousiaste, c'est-à-dire une sorte de tick-the-box exercise laissé à quelques spécialistes en interne et sans véritable impact organisationnel, vers la mise en place d'une gouvernance engagée sur ce terrain et le déploiement d'une véritable culture de la responsabilité et de l'éthique. J'ai vu des entreprises faire ce chemin à leur rythme, certaines lentement, mais sûrement, et d'autres se réinventer en quelques années, poussées par un ou plusieurs régulateurs, pour se débarrasser d'une culture qui brouillait plus ou moins volontairement la frontière entre bonnes et mauvaises pratiques, voire entre le licite et l'illicite, non seulement dans l'esprit des collaborateurs, mais sur tout leur marché. Tous les participants à ces 10e rencontres de l'inclusion partagent une vision optimiste des entreprises, vues comme des acteurs capables d'avoir une incidence globale, positive, durable et responsable sur l'ensemble de notre société. Et nous ne sommes pas les seuls, si j'en crois les nombreux textes de soft ou de hard law, qui incitent les entreprises à prendre une responsabilité plus grande et plus positive dans de nombreux domaines relevant de l'éthique. Si l'on s'en tient à la France, on peut citer la loi Pacte, la loi de vigilance, la loi Sapin 2, pour n'en citer que quelques-uns. Ces textes et l'ensemble des standards et bonnes pratiques recommandés par de nombreuses organisations à travers le monde placent l'éthique au cœur de la légitimité de l'entreprise. L'entreprise doit démontrer qu'elle crée de la valeur tout en respectant les personnes et le monde au sein duquel elle agit. C'est pourquoi le questionnement éthique a conduit à s'attacher aux conséquences pour autrui des activités de l'entreprise et renvoie plus généralement à son rôle sociétal. La pression croissante des parties prenantes, salariés, investisseurs, clients, fournisseurs, communautés locales, ONG, en faveur du respect de principes éthiques, fait que la réputation d'une entreprise dépend en grande partie de sa capacité à gérer son capital éthique et à se mettre en position de résoudre ces dilemmes éthiques de manière satisfaisante pour tous et non en fonction de ses seuls intérêts directs. Un capital éthique érodé questionne sur la raison d'être de l'entreprise concernée. Pourquoi y investir ? Pourquoi y travailler ? Pourquoi en consommer les produits ou les services
si cette entreprise n'apporte pas une contribution positive au bien commun. La question se pose avec force, par exemple, pour toutes les industries polluantes. Mais au-delà de ces industries, elle s'étend à bien d'autres secteurs. Bancaire, que financez-vous? Le conseil, que conseillez-vous? Les cabinets d'avocats aussi doivent y réfléchir et nous le faisons. La grande distribution, quel est l'impact de ce que vous vendez? L'exemple de Facebook est également illustratif au moment où la monétisation du net pose un dilemme avec ce qui relève de la protection du droit à la vie privée. Mais qu'est-ce que l'éthique et comment la rendre effective dans l'activité d'une organisation? À la première question, pas de réponse univoque. On ne peut que reprendre Aristote qui dit qu'il s'agit d'une sagesse pratique. Elle n'est pas un idéal, elle est une ligne de conduite pratique. À ce titre, elle ne répond pas à une définition unique et peut donc différer d'une organisation à une autre. Le principe d'impartialité, par exemple, est propre à la sphère publique, qui doit accorder une égalité de traitement à tous les usagers. Il n'est pas forcément valable pour une entreprise du secteur privé. La sécurité est essentielle pour certains secteurs tels que le BTP, moins pour les entreprises de services. Et puis, la notion d'éthique s'est profondément agrandie. Elle est longtemps restée limitée à la notion de probité, notamment avec une focalisation forte sur la corruption, puis elle s'est élargie à d'autres notions tout aussi exigeantes. L'inclusion et la diversité sont de nouvelles arrivées dans nos codes de conduite. La protection de la vie privée et des données personnelles fait une entrée fracassante dans la sphère éthique. Et demain, d'autres notions s'ajouteront aux principes éthiques de tel ou tel acteur économique. Innovation, par exemple, bienveillance, passion, pourquoi pas, partage, toute autre valeur susceptible de susciter l'adhésion et de donner envie de participer à l'histoire d'une entreprise. Domaine mouvant, il ne peut se réduire à la notion de compliance. La compliance fixe des règles et l'éthique dessine en quelque sorte une direction. Les deux domaines sont complémentaires. Le premier offre un socle normatif au second. Et le second inspire le premier et prend le relais pour aider les collaborateurs et l'entreprise à répondre aux dilemmes éthiques qui se posent au quotidien et qu'aucun corpus de règles ne peut appréhender. La compliance, fondée sur une approche normative, relève plus d'une forme de science exacte, avec des réponses binaires. Le process est-il respecté, oui ou non? L'éthique, elle, relève d'un choix de comportement concret face à une situation et donne davantage une direction qui permet de prendre les bonnes décisions. Et la compliance, bien qu'éminemment nécessaire et participant à la culture de l'éthique, a montré ses limites. La plupart des sociétés ayant connu de grands scandales liés à des comportements non éthiques disposaient souvent de programmes de conformité. J'ai assisté des entreprises ayant des programmes anticorruption patentés et certifiés, n'ayant eu aucun effet pour prévenir la diffusion de pratiques illicites à grande échelle. Il faut citer la fameuse phrase du CFO d'Enron à la suite de l'effondrement de la société qui a dit « I knew it was wrong, but I did not think it was illegal ». Et il a continué en disant « Ce que j'aurais dû me demander à ce moment-là n'était pas de savoir quelle était la règle, mais quel était le principe ». La culture éthique d'une entreprise doit aider les collaborateurs à résoudre des dilemmes décisionnels par la question « Quelle est la bonne chose à faire? What's the right thing to do ?» Et la réponse à cette question ne se trouve pas toujours dans les codes de conduite les plus sophistiqués. Cette exigence éthique va donc bien au-delà de la conformité à des règles. Il en ressort que l'enjeu fondamental n'est pas tant de formaliser ces principes éthiques que de faire en sorte qu'ils puissent être appropriés par les collaborateurs. Cette appropriation renvoie à la notion de culture éthique et à sa diffusion dans l'entreprise. C'est un glissement dans la façon d'aborder l'éthique qui est en train de se jouer. On passe en quelque sorte d'une approche normative, se fixant sur l'énonciation de règles contraignantes, à une approche plus focalisée sur la notion de responsabilité mise au service non seulement de l'entreprise, mais d'intérêts plus larges. Car la culture éthique doit entrer en résonance avec les valeurs sociétales défendues à un niveau plus large que l'entreprise. Il s'agit donc moins d'ancrer des connaissances que de créer un réflexe de questionnement, un environnement et une aide au jugement pour rendre le collaborateur apte à faire face à tout dilemme. En pratique, cette dimension culturelle passe notamment par l'adhésion à une forme d'identité et de projet. Elle passe par l'exemplarité des dirigeants et par la liberté de parole au sein de l'entreprise. Sur le premier point, l'identité, il faut des valeurs explicites et claires. Souvenons-nous de l'expérimentation démontrant que 70% des participants à un jeu se comportent de manière coopérative quand le jeu s'appelle Community Game.
30% seulement jouent de manière coopérative quand le jeu s'appelle Wall Street Game. Si on ne dit pas clairement que l'inclusion est une priorité, alors les collaborateurs n'arbitreront pas en sa faveur lors de dilemmes éthiques. Les valeurs éthiques doivent ainsi être énoncées de manière simple, synthétique et pourquoi pas avec une résonance émotionnelle. Nommer les choses positivement façonne déjà un état d'esprit positif. Le deuxième élément, c'est l'exemplarité, tone at the top. Le tone at the top reste l'élément essentiel mis en valeur par tous les régulateurs dans le monde entier. Tout compromis avec l'éthique, toute dérivation par rapport aux règles de droit et de conformité par les dirigeants donne un signal implicite de permission à tous les collaborateurs d'agir de la même façon. C'est ce qui explique la sensibilité forte aux questions de conflit d'intérêts et de rémunération juste et proportionnée. Le top management doit par ailleurs trouver le bon compromis entre l'incitation à la performance en proposant des objectifs ambitieux et motivants tout en prenant soin de les maintenir raisonnables pour éviter qu'ils soient interprétés comme donnant une permission implicite de violer la loi pour les atteindre. Tone at the top et aussi tone at the middle, qui a encore plus d'impact. Il faut savoir que les collaborateurs jugent le niveau éthique de leur entreprise sur la base du comportement de leur manager direct. Autrement dit, si je pense que mon manager me traite avec éthique et de façon honnête, c'est ce que je penserai de l'éthique de la société dans laquelle je travaille. Il en résulte que le vecteur le plus efficace de diffusion de l'éthique, c'est le middle management. Le troisième élément, la liberté de parole, la speak-up culture. La culture de l'éthique ne peut se déployer sans donner des moyens et de l'autonomie aux collaborateurs de l'entreprise, et surtout une liberté de jugement, et son corollaire, une liberté de parole. Les lignes d'alerte jouent un rôle très important dans la diffusion de la culture de l'entreprise. Elles doivent être d'un usage facile et libre. Elles doivent autoriser tous les employés et les autres parties prenantes à faire part de leur inquiétude et à parler ouvertement lorsqu'ils pensent que l'organisation tente à porter atteinte à des valeurs supérieures à ses objectifs particuliers. La valorisation par les managers des critiques constructives qui leur sont adressées a un impact très fort. Si un collaborateur est remercié pour avoir attiré l'attention sur un problème de comportement en contradiction avec les valeurs prônées par l'entreprise, c'est le signe d'un environnement mature et sain sur le terrain de la culture et de l'éthique. Valeurs clairement énoncées, exemplarité, liberté de parole, les trois piliers indispensables d'une culture éthique. Facile à énoncer, difficile à mettre en place, car rien de tout cela ne se décrète. Tout est affaire de construction, de cohérence dans la durée et d'engagement de chacun, y compris au plus haut niveau de l'entreprise. Mais le résultat est immensément positif. Motivation, fierté des collaborateurs, création de sens, qualité de vie, adhésion des parties prenantes, impact sociétal, telles sont les belles récompenses de la culture éthique.